Seconde vidéo d'introduction à l'hypnose. Alors je vous conseille de éventuellement regarder la première avant de regarder celle-ci. Sinon c'est pas grave, vous comprendrez quand même un petit peu. Cette vidéo va traiter de la notion de contrôle, abordée d'abord sous l'angle commun de l'idée qu'on se fait du contrôle en hypnose, pour avancer vers une compréhension un peu plus exacte et des notions un peu plus justes quant à la pratique de l'hypnose. Ici, l'oracle d'Arès. Qu'est-ce que suggère l'idée de contrôle, du contrôle de l'hypnotiseur sur son partenaire? J'ai peur d'être contrôlé, j'ai peur qu'on me fasse faire n'importe quoi. C'est une réflexion, une remarque extrêmement récurrente quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de l'hypnose. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette idée de contrôle? Elle voudrait dire, supposément, que le partenaire, que la personne hypnotisée pourrait recevoir à 100% une suggestion. La recevoir pleinement, entièrement. Qu'il serait incapable de ne pas la recevoir pleinement et entièrement à 100%. Cette suggestion, dans l'esprit des gens, généralement est associée à l'hypnose de spectacle, car c'est la représentation qui est la plus fréquente. C'est généralement par là qu'on a connaissance de l'hypnose. Et en spectacle, il est souvent question de suggestion spectaculaire. Et donc de suggestion d'effets hypnotiques, ou de modification de perception ou de réalité. Par exemple, un bras bloqué, dans cette position, que la volonté ne peut pas plier, que le conscient ne peut pas plier, ou par exemple une hallucination, une petite fleur. Ici, alors qu'il n'y a pas de fleur. Je vois une fleur, mais il n'y a pas de fleur. Ces deux choses-là sont suggérées. L'idée de contrôle, ce serait, l'hypnotiseur peut me suggérer n'importe quoi, je le recevrai à 100%. Je prendrai nécessairement la suggestion. Je verrai forcément la fleur, mon bras sera nécessairement bloqué. Mais il faut se dire que de la même manière qu'il n'y a pas de non-suggestibilité absolue, ce que nous avions vu dans notre précédente vidéo, il n'y a pas une fermeture totale à la suggestion, car nous avons des sens, et nous sommes toujours ouverts ou à notre environnement, ou à autrui, ou à nous-mêmes, via nos sens et via notre esprit et ses différentes facultés. De cette même manière qu'il n'y a pas de non-suggestibilité absolue, il n'y a pas de suggestibilité absolue. Il faut bien comprendre que les suggestions passent avec plus ou moins de profondeur, d'efficacité, qui vont varier selon plusieurs facteurs. Ainsi, il est tout à fait possible, de manière opposée à cette notion de contrôle absolu de l'hypnotiseur, tout à fait possible qu'une suggestion ne passe pas. Elle peut ne pas passer pour plusieurs raisons. On ne va pas rentrer entièrement dans tous les détails, car ça demanderait un travail colossal, mais quelques-unes des raisons, ça peut être, à ce moment-là, le conscient, et surtout le facteur critique, qui est conscient, n'a pas pris la suggestion parce que le rapport n'était pas bon avec l'hypnotiseur, parce que la suggestion ne lui correspondait pas à ce moment-là, dans ce contexte-là, présentée de cette manière-là. La personne, par exemple, a la phobie des blocages parce qu'elle est épileptique, parce que ça lui arrive de faire des crises de tétanie, par exemple, ce qui pourrait être une raison pour son conscient ou son subconscient de refuser la suggestion, ou le rapport est mauvais, ou la personne est à ce moment-là dans une transe qui n'est pas adéquat à cette suggestion. Et nous verrons dans une troisième vidéo plus précisément les états de transe. Donc diverses raisons qui peuvent faire qu'une suggestion peut ne pas passer. Toutes les suggestions ne passent pas, et donc il n'y a pas de contrôle absolu de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé.
En somme, l'acceptation d'une suggestion va beaucoup dépendre de sa nature, de la manière dont elle est présentée, de notre état, du rapport avec l'hypnotiseur, etc., etc. Cependant, il y a une réflexion, il y a une pensée récurrente dans le monde de l'hypnose, dite par les hypnotiseurs, quant à la réception ou à la non-réception d'une suggestion. Cette idée, ce serait que le subconscient et l'inconscient nous protégeraient, qu'ils ne prendraient que ce qui est bon pour nous, et qu'on ne pourrait pas par ailleurs, de fait, changer nos croyances les plus profondes. Le subconscient saurait ce qui est bon pour nous, il ferait le tri, il nous protégerait comme un chevalier, comme une armure qui laisserait passer ce qui est bon et bloquerait ce qui est mauvais pour nous. Alors cette idée extrêmement répandue, c'est vrai qu'elle est agréable à entendre, c'est vrai qu'elle est rassurante. On a une faculté comme ça, parfaite, qui serait le subconscient et l'inconscient, enfin, le subconscient et l'inconscient auraient cette faculté-là, de bloquer tout ce qui est mauvais et de prendre tout ce qui est bon. À mon avis, c'est vraiment faux, ou en grande partie faux. De manière générale, sans même parler d'hypnose, nous sommes capables de changer plusieurs fois nos croyances dans notre vie. Dans notre vie courante, nous changeons plusieurs fois nos croyances les plus profondes. Nous les changeons ou par nous-mêmes, seuls, mais avec tout notre bagage intellectuel, tout notre bagage personnel, mais qui n'émane pas que de nous, notre éducation, nos fréquentations, nos lectures, nos inspirations, les doctrines qui nous ont plus ou moins affectés, formés, tout ceci, même les choix que l'on a fait antérieurement, peuvent nous conduire à changer radicalement nos croyances profondes. Ces croyances profondes-là, elles peuvent également changer de manière un peu plus directe, influencée par un groupe ou une personne. C'est ce que font les sectes. On pense à sectes de manière négative, mais c'est également ce que peut faire n'importe quel groupement. Un groupe de pensée, un groupe politique, et même un groupe d'amis nous amène, par des suggestions continues et répétées, qui ne sont pas forcément négatives. Après, c'est à nous de juger de notre personne, mais nous amène à changer radicalement nos croyances. Donc notre subconscient, notre inconscient ne sont pas fixes avec les croyances et bloqueraient tout ce qui ne conviendrait pas à ces croyances, tout ce qui ne conviendrait pas à leur notion de bien et de bon. C'est plus subtil que ça. Pourquoi est-ce que c'est plus subtil que ça? Alors d'abord parce que l'inconscient peut se tromper, il n'est pas parfait. Comment il se trompe? Il ne regarde qu'une partie de la chose, que le bénéfice, sans réussir à calculer ou sans prendre en compte l'aspect mauvais de la chose que nous prenons, qui est peut-être beaucoup plus important que l'aspect bénéfique. Par exemple, nous fumons. Souvent, au début, quand nous commençons souvent à fumer pour être mieux intégrés au groupe social, pour ne pas être rejetés, sans prendre en compte le déficit que cela crée sur notre santé physique et psychique. Physique avec, bon, tout le monde le sait, avec les poumons, etc. La gorge, qui est endommagée. Psychique avec le stress que ça peut engendrer, avec les névroses que ça peut engendrer. Ça, le subconscient ne le prend pas en compte. Et pourtant, c'est mauvais pour lui aussi. Il fait un mauvais calcul. Qu'est-ce qui fait également qu'une suggestion peut passer, qui ne serait pas adéquate à nos croyances? Elle peut passer d'une certaine manière. Elle a été analysée d'une certaine manière. Par exemple, quand on est leurré par quelqu'un, il nous fait croire qu'il est bon pour nous alors qu'il n'est pas bon. Ou il nous fait croire qu'il est adéquat à nos croyances alors qu'en fait, il n'est pas exactement
synchronisé à nous. Alors ça peut être bon, ça peut être mauvais, tout dépend des situations. Ainsi, penser que le subconscient et l'inconscient nous protègent tout le temps, c'est ne pas faire attention à la puissance et l'efficacité potentielle de toutes les suggestions, et notamment des suggestions néfastes. Que ce soit l'hypnotiseur ou la personne qui s'auto-hypnotise. Elle doit se rendre compte que la suggestion a une efficace, sans quoi il n'y aurait pas de publicité partout, et on ne nous suggestionnerait pas tous les jours sur certains modes de consommation et sur certains comportements qu'on arrive à induire de cette manière-là. Il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas une armure parfaite et invincible comme ça au fond de nous qui nous protégerait tout le temps. Second élément, on peut faire dans certains états ce qu'on ne ferait pas dans d'autres états. On est par exemple souvent beaucoup plus bruyant, moins inhibé en groupe que seul. Et on n'aurait pas ce comportement-là seul. Pourtant, avec des gens, on l'a. Donc dans certains états, on fait certaines choses qu'on ne ferait pas dans d'autres. Et donc qui dans d'autres états ne correspondraient pas à notre manière de nous comporter, ne correspondraient pas à nos valeurs. C'est exactement pareil en spectacle d'hypnose. Quand quelqu'un va payer sa place de spectacle, qu'il décide sciemment d'aller sur scène, il sait qu'il va faire des trucs potentiellement ridicules. Parce qu'il a déjà probablement eu un peu connaissance de ce qui se passe sur scène dans des spectacles d'hypnose, surtout que ça commence à devenir courant. Donc il le sait. Et pourtant il le fait. Mais il ne ferait peut-être pas ces choses-là tout seul ou dans d'autres contextes. Dans les états dans lesquels il rentre dans un spectacle, il le fait. Et même dans un spectacle qui n'est pas d'hypnose. Quand quelqu'un vient sur scène. Quand, par exemple, des danseurs de rue invitent quelqu'un à venir danser un petit peu alors qu'il ne sait pas danser, la personne le fait. Mais elle ne danserait pas dans la rue dans un contexte autre que celui-ci. Néanmoins, il faut pousser notre compréhension de l'hypnose et de la notion de contrôle. Qu'est-ce qu'elle évoque également et pourquoi il y a une telle peur du contrôle de l'hypnotiseur. En réalité, on a peur également, souvent en tout cas, j'ai remarqué que c'était récurrent, de la perte de contrôle. La perte de contrôle, on en a peur, pas seulement parce que quelqu'un d'autre prendrait le contrôle sur nous. Non, on a souvent peur en fait de la perte de contrôle en général, de nous par rapport à nous-mêmes. C'est un rapport à soi. C'est-à-dire de ne plus se gérer, de ne plus contrôler ce qu'on veut contrôler. On a peur de ne plus contrôler ses émotions, de laisser vaquer notre subconscient et notre inconscient sans un hyper contrôle de notre conscient. Mais que contrôle-t-on en nous? Nous ne contrôlons pas le flux de notre pensée. Par exemple, quand vous rêvassez. Nous ne contrôlons finalement que peu souvent nos émotions et nos états. Réfléchissez-y. Quand vous êtes pris de tristesse, de colère, est-ce que vous parvenez à contrôler ces états? Et quand vous avez des états émotionnels récurrents qui vous dérangent, est-ce que vous parvenez à les contrôler? L'hypnose, finalement, peut être vue comme le moyen de constater cette apparence de contrôle que nous avons. Elle peut nous apprendre à lâcher prise quelques instants, lâcher ce que nous tenons fermement, mais qui en réalité est peut-être semblable à de l'eau qu'on essaierait de retenir, qui passerait perpétuellement entre nos mains et que nous essaierions de retenir encore, encore et encore. C'est peut-être donc, en un certain sens, apprendre à mieux se contrôler, mais à se contrôler autrement, qu'en bloquant tout, qu'en se figeant. Car les gens qui veulent tout contrôler sont des gens qui ont peur de la perte de contrôle, qui ont une angoisse de la perte de contrôle. Et s'ils ont une angoisse de la perte de contrôle, c'est bien qu'ils ont constaté qu'ils perdent souvent contrôle. Et ils utilisent cette technique de tout contrôler avec leur conscient, comme s'ils pouvaient maîtriser toutes les dimensions de leur existence de cette manière-là. Et c'est pas comme ça qu'ils vont contrôler leurs états émotionnels. Finalement, qu'est-ce que peut proposer de bon un hypnotiseur? Ce qu'il peut proposer, c'est de nous accompagner dans une expérience, dans une meilleure compréhension de nos états, et donc
dans une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure maîtrise de soi-même, qu'il nous propose des choses et qu'on les accepte, c'est bien le propre de nombreuses expériences de notre vie. Quand nous allons au cinéma et que nous regardons un film, nous avons accepté d'être captés par ce film, de rentrer dans ce film, dans cette expérience. De la même manière, quand nous parlons à quelqu'un que nous apprécions, que nous trouvons intelligent, sympathique, nous avons accepté d'être captés par lui et d'avoir ce rapport et cet échange. Si nous avons toujours peur du contrôle de l'hypnotiseur sur nous, choisissons d'être hypnotisés par des hypnotiseurs qui nous paraissent bien intentionnés, mais pas seulement, qui nous semblent nous correspondre, avec qui l'on s'entend bien, avec qui l'on a un bon rapport, et qui veulent nous mener là où l'on a envie d'être mené, c'est-à-dire sur des expériences intéressantes, nourrissantes pour nous. Finalement, comme dans n'importe quelle autre relation, amicale, d'échange, de partage, pas seulement de partage, également même des échanges artistiques, n'importe quel rapport humain, c'est ce que nous avons. Alors faisons-le aussi pour l'hypnose, et nous n'aurons pas peur de la perte de contrôle, mais au contraire, nous espérerons peut-être mieux nous maîtriser, ou comprendre certaines choses, ou comprendre certains états. C'était l'oracle d'Arès. La troisième vidéo portera sur plus spécifiquement sur les états de transe, que j'avais déjà abordé dans la première vidéo. Je vous laisse, bonne journée à vous. Vous pouvez regarder d'autres vidéos de l'oracle, à droite ou à gauche. Et en description, vous avez le lien de ma page Facebook, le lien de ma page Tipeee. Je vous souhaite à bientôt pour une autre vidéo.